premier à faire des sites web et tout à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vu naître. Je pense que j'étais dans les 100 000 premières personnes à avoir Internet en France. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. C'est vrai que j'ai une vie entrepreneuriale assez longue. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Et peut-être une vision et des conseils à donner aux entrepreneurs. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Bonjour Alain. On est aujourd'hui avec Alain Mévélec de Celle-ci. Enchanté. Également. On a la chance d'être dans un pays que j'affectionne particulièrement. On est dans les Charentes, à La Rochelle. Bah ouais, tu joues à domicile. Je joue à domicile aujourd'hui. C'est pas commun. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui particulièrement ? Tu as une vie d'entrepreneur qui est bien remplie, avec les montagnes russes, comme on dit souvent. Oui, j'ai pas vraiment fait de plan ni quoi que ce soit, mais on commençait à en parler là un peu avant de démarrer le podcast. C'est vrai que j'ai une vie entrepreneuriale assez longue parce que j'ai commencé directement après mes études qui étaient inexistantes. Donc j'ai commencé, on va dire, assez rapidement après le bac. Donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai travaillé à Paris dans la pub et depuis une quinzaine d'années plutôt dans le digital, les startups, mais le digital que j'ai vu naître aussi dans ma première expérience dans la pub à Paris. J'avais une agence où on était dans les tout premiers à faire des sites web et tout à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vu naître. Je pense que j'étais dans les 100 000 premières personnes à avoir Internet en France sans hésitation. Et toujours très geek et autres. Et c'est vrai que ça fait 25 ans que j'évolue dans ce milieu. Et donc avec pas mal d'expériences très positives, très négatives aussi. Et peut-être une vision et des conseils à donner aux entrepreneurs de manière générale. Donc voilà, je m'en remets à toi pour les questions, mais avec plaisir. je peux parler de pas mal de sujets. Tu as envie de nous parler de Celle-ci avant de démarrer ? Un petit peu, quand même ? Oui. Alors, sans faire de l'autopromo, parce que c'est pas du tout le but ou l'objectif, mais Celle-ci, c'est effectivement une aventure importante dans ma vie, parce qu'on a fêté les 10 ans de Celle-ci il y a quelques mois, mais en fait la 10e année c'était en début janvier, donc ça fait 10 ans que la solution existe. C'est une société, donc une start-up, enfin maintenant start-up assez mûre, on va dire, après 10 ans, mais toujours une entreprise jeune et innovante, qui propose une solution de gestion en ligne pour les entreprises, c'est-à-dire leur permettre de gérer leur prospection, leur devis, leur facturation, la relation de manière large avec leurs clients, tout ça en ligne sur Internet. Et avec un certain succès, puisqu'aujourd'hui, Celle-ci, c'est 4000 entreprises clientes, 70 salariés, une entreprise qui va vraiment de l'avant et qui a pu être construite aussi par rapport à toute une expérience antérieure, que ce soit dans le web ou dans la communication, toutes sortes de sujets. Et le fait d'avoir eu à gérer des boîtes et de savoir ce qu'attend un chef d'entreprise. Le résultat de plein d'années d'expérience avec plein de choses et de tremplins, pas toujours facile à vivre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, forcément.
J'avais quand même, avant de rentrer dans ton parcours et de savoir ce que tu as pu y vivre, j'avais envie d'essayer de te poser une question plutôt sur le début de ton parcours était plutôt parisien, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, tu es installé à La Rochelle. C'est quoi un entrepreneur parisien par rapport à un entrepreneur de province ? Alors, je ne sais pas si je formulerai la question comme ça ou la réponse, mais moi je suis né à Paris dans le 15e, donc un vrai Parisien en voilà, plus. On peut pas faire plus parisien. J'ai vécu à Paris et en proche banlieue toute ma vie, pendant les 35 premières années de ma vie, donc j'ai fait tout, l'école, le collège, le lycée, voilà. C'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai eu une agence de publicité, donc une activité très dépendante de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire que mes clients étaient dans un rayon de, je sais pas, 10-15 km, et donc quelque part un peu verrouillé, enraciné à un endroit précis. Et c'est vrai que pour plein de raisons, ma femme notamment, elle est médecin, donc elle a fait ses études de médecine à Paris, mais elle n'était pas parisienne au départ. Et bon, voilà, quoi. À un moment, on a fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et vraiment, ça devait. Enfin voilà, je me disais que c'était pas forcément le meilleur avenir que je voyais pour eux, en tout cas en termes d'épanouissement. Les maternelles à Paris, c'est pas tout à fait. Avec 800 enfants dans la maternelle et 12 classes par niveau, c'est juste un peu voilà. Moi, enfin, j'ai vraiment de plus en plus un rejet, vraiment surtout par rapport à ça. Et donc l'idée, c'était de se dire, il faut pouvoir partir en province, mais déjà mon métier s'y prêtait pas du tout puisque j'étais très très local, très parisien, et à côté de ça. En province, on n'a pas forcément ce genre d'opportunité. Donc la boîte que j'avais à Paris, j'aurais pas pu la faire à La Rochelle, ça c'est sûr et certain. Et bon, on était un peu en plein moment du décollage d'Internet, les sites web arrivaient de plus en plus performants et autres. Et c'est là qu'on s'est dit, avec mon associé Fred, qui travaillait d'ailleurs dans mon agence, donc avec qui on a fait un peu cette migration ensemble. On s'est dit, le seul moyen, c'est d'amener sans manger, quoi. C'est d'arriver avec un business, et si possible, un business qui ne soit pas dépendant du lieu où on se trouve. Donc, l'idée de entre guillemets, passer en mode start-up, c'est-à-dire créer une entreprise sur Internet qui nous permette d'être à La Rochelle, mais qui aurait pu nous permettre d'être à Bangkok ou à New York, et de ne pas être conditionné par la relation physique avec des clients. Donc, c'était un peu ça le principe de départ. Mais c'est pas la première aventure puisque, comme tu l'as vu dans tout ce qu'on a échangé avant de faire celle-ci, on a fait un site de rencontre qui est là. C'est à ce moment-là qu'on est venu à La Rochelle en fait, et qu'on a constaté et vérifié que effectivement on pouvait tout à fait faire une boîte innovante de qualité avec de la bonne R&D, des salariés motivés à La Rochelle, aussi bien qu'à Paris. Voilà. Aussi bien ou mieux ? Au moins aussi bien. Après, on n'a pas de présomption de faire mieux. Enfin, je parle d'un point de vue purement business. Après, d'un point de vue qualité de vie, qualité d'entreprise, oui, c'est sûr qu'on part avec quelques pions d'avance, quoi. On est à 200 mètres de la plage. On a une équipe très soudée. On a très, très peu de turnover. On a des gens qui sont vraiment contents de venir travailler chez celle-ci le matin, qui n'ont pas 1 heure de RER ou de métro dans les pattes. C'est sûr que ça change un peu les règles du jeu. Maintenant, meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas... meilleur équilibre, en tout cas. Ouais, en tout cas, meilleur équilibre pour tout le monde, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en termes personnels, avec toute la vie que tu as menée ? Comment tu as pu... Est-ce que tu penses que ça a pu te permettre d'équilibrer plus facilement la totalité de ce que tu avais envie de vivre entre l'équilibre pro et l'équilibre perso ? J'ai envie de dire que oui, il n'y a pas de débat parce que déjà, moi, je suis un voileux de base. J'adore la mer, j'adore
la voile, voilà. Et c'est vrai que là, je la vois tous les matins, je la vois de mon bureau, littéralement, quand je travaille. Donc rien que ça, c'est vraiment une vraie respiration. Et quand je regarde avec le recul mes enfants, parce qu'on est arrivé il y a 15 ans, donc mon plus petit avait 5 ans, il a 20 ans maintenant. Enfin, donc j'ai vraiment un bon recul. Et voilà, et ils en ont tous très largement profité. Tout en étant, à mon avis, aussi bien éduqué qu'un gamin à Paris. Ma grande fille est en première année de médecine et je suppose qu'elle va cartonner. En tout cas, je lui souhaite. On lui souhaite en tout cas. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc, par contre, voilà, ils ont eu une jeunesse très sportive, très dynamique. Je pense quand même très largement moins porté sur les fringues ou le dernier portable que ça peut l'être chez des copains que je constate à Paris. Donc voilà, donc je pense que c'est très positif. Mais voilà, après c'est un choix de vie, tout le monde n'est pas obligé de le partager. Et toi en tant qu'entrepreneur, parce que là du coup ça a apporté énormément de choses à tes enfants en tout cas. En tant qu'entrepreneur, je dirais que ça diminue pas forcément le stress global parce que finalement, les galères sont les mêmes un peu partout en tant qu'entrepreneur et les satisfactions aussi. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui socialement est quand même très très agréable à vivre, des salariés motivés. Voilà, mais bon, après, ça reste quand même voilà, un boulot d'entrepreneur avec ses hauts, ses bas, ses difficultés. C'est pas forcément non plus. Voilà, il n'y a pas de magie, par rapport à ça. La magie, c'est peut-être d'avoir la mer juste devant et de pouvoir aller se recharger avec un élément naturel après, qui est passionnant pour toi. Il y a plein de passions, il y a plein de patrons parisiens qui font du vélo, du skate ou que sais-je pour se vider le cerveau. Non, ça change pas fondamentalement le concept d'avoir une boîte, mais c'est vrai que ça apporte quand même la possibilité d'avoir des relations sociales voilà, très apaisées et une équipe, je pense, plus soudée et plus long-termiste que dans une grande ville. C'est important, apaisé, long-termiste, la fidélité de l'équipe, la confiance, c'est des éléments forts pour réussir son projet. Tout à fait, sachant qu'en plus, nous... quelque part, on a une relation vraiment de long terme avec nos clients et une relation assez critique avec nos clients, puisqu'on gère tous leurs prix, tous leurs catalogues, tous leurs fichiers clients, toutes leurs factures. Donc, quelque part, on a vraiment une mission à responsabilité vis-à-vis d'eux. Alors, une responsabilité, bien sûr, de sécurité, de technique, et on met des efforts considérables là-dessus. Mais aussi de confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des entreprises qui proposent des systèmes qui sont basés sur des clouds américains ou autres et tout. Et c'est vrai que nous, on a un côté assez terre-à-terre et on peut dire old school par certains aspects, mais qui sont que c'est nos serveurs, c'est nos disques durs. Voilà, on essaie vraiment d'apporter des garanties sérieuses aux clients et c'est ce qu'on essaie de leur verbaliser aussi. Et c'est vrai aussi que nos clients, quand ils appellent chez nous, ils peuvent demander à Amélie ou à Aline. Voilà, on est vraiment... voilà. Après, voilà, on a aujourd'hui 4000 clients, on arrive à gérer ça comme ça. Et c'est comment on arrive à vraiment grossir en gardant ce niveau de qualité de service. Déjà, on y arrive pas mal, parce que quand même 4000 clients et avoir une relation, arriver à garder des relations personnalisées avec un client particulier, c'est déjà pas évident, mais c'est vraiment ce sur quoi on essaye de faire. Et c'est vrai qu'ici, voilà, de toute façon, c'est tout bête. C'est valable pour un développeur, comme quelqu'un qui fait du support. Si un développeur, déjà, c'est très long à former. Ça prend 3-6 mois, voire ça dépend du sujet, mais on va dire au moins 6 mois pour qu'un développeur soit vraiment
up to the game, quoi, capable de produire, quoi. Et donc, et à Paris, enfin, j'en parle souvent avec des relations qui ont des startups, des copains qui sont patrons de startups. Ils n'arrêtent pas de se faire piquer leurs développeurs par une autre startup, ou tu as Google qui débarque, qui recrute 1000 ingénieurs, et Facebook qui répond 2 jours plus tard en disant je vais recruter 1500 ingénieurs. Et tout ça, ça crée une grosse pression. Alors que nous, on a des développeurs qui sont ici par choix. Ils sont ici parce qu'ils ont décidé d'avoir une qualité de vie différente et tout. Et donc, du coup, ils restent. Et donc, du coup, quand on a un développeur qui est là pendant 5-6 ans, il y a une vraie valeur ajoutée. Et c'est valable pour quelqu'un qui fait du support, quelqu'un qui répond aux clients. Et ben, si ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est là, il connaît parfaitement les attentes, les réponses, il a déjà vu tous les problèmes. Et donc, on gagne énormément de temps et énormément de productivité. Et ça, je pense que c'est un paramètre super important qu'on ne mesure pas assez par rapport à une installation en province. Donc le Paris-Province, pour toi, province, c'est plutôt gagné, c'est plutôt sympa. Ça fait deux boîtes que tu développes en Charente, une en exit, et puis on va peut-être aussi reparler un petit peu des précédentes. Et un beau succès aujourd'hui avec celle-ci, bravo. C'est pas fini. Et c'est pas fini, tout à fait. Et là, c'est pas en exit, c'est en ayant la volonté de continuer à construire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans tous nos échanges. J'avais quand même envie de revenir un peu sur la période précédente. On est là pour aussi apporter de la valeur à notre communauté d'entrepreneurs mais c'est quoi la vie d'un entrepreneur quand c'est finalement pas... alors, c'est pas que c'est jamais facile ou difficile, mais il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Et ce qui peut m'intéresser, en dehors des faits, c'est tout ce que tu as pu ressentir au moment où ça s'est passé. Donc, tu as eu une période très compliquée. Tu as eu ta précédente boîte de 93 à 2003, si je ne me trompe pas, avec de très beaux succès et une fin un peu plus compliquée en faillite dans des conditions un peu difficiles qui ont laissé des traces financières longtemps. Mais en dehors de la finance, comment tu as vécu toutes ces montagnes russes sur ces périodes-là et après ces périodes-là? Je dirais qu'après, il y a la période d'introspection, de calcul et tout, mais c'est vrai quand on est dans le truc, on n'a pas trop le temps de réfléchir. On passe un peu en mode chasseur, hein. Chasser plutôt, en l'occurrence. En mode proie. Voilà, en mode proie. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, on pourra peut-être le mettre dans les liens autour du podcast et autres. J'ai fait un article là-dessus sur French Web où je raconte en fait ma première boîte. Alors, je ne vais pas raconter ça parce que justement l'article le raconte très bien, mais en gros, ma première agence de pub, c'est une société que j'ai créée quand j'étais vraiment tout jeune. J'avais 22-23 ans, zéro formation, que j'ai amené jusqu'à ce que j'ai à peu près 30 ans, un peu plus 33. Jusqu'à une trentaine de salariés, qui a bien grossi, mais qui à un moment est un peu passé en mode hors de contrôle à mon niveau. Et je pense que là, j'espère qu'aujourd'hui ça a changé, mais c'est vrai que j'étais parti vraiment avec zéro formation, zéro notion, et donc le succès aidant, la boîte avait beaucoup grossi, mais sans s'être vraiment structurée. Et arrivé un moment où je contrôlais plus du tout et où j'ai déposé le bilan, donc j'ai fait faillite effectivement. Voilà, comme j'explique dans l'article aussi, j'aurais sûrement pu faire autrement, mais à l'époque, ma vie familiale ou autre faisait que la pression devenait vraiment trop lourde, et donc j'ai plié la boîte. Ça m'a coûté très cher, vraiment très cher personnellement, parce que j'ai dû rembourser pas mal de sommes, d'URSSAF, de machin et tout, de caution perso ou autre. Tout ça aussi, je l'explique assez bien en détail dans l'article. Mais maintenant, je me dis que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas l'expérience qui m'a permis derrière de faire une start-up à succès qu'on a vendue à Mythique, et encore moins de faire derrière celle-ci qui aujourd'hui a 70 collaborateurs
est très bien financé. Et voilà. Donc, quelque part, moi, en tout cas, je le prends comme un accident utile. Et c'est comme ça que j'aime le prendre. Voilà. Après, j'espère que aujourd'hui, c'est moins évident de faire ce genre d'erreur, mais bon, en fait, je pense que c'est tout à fait faisable encore. On fait toujours des erreurs, quoi qu'il arrive, même si c'est des erreurs différentes. Voilà. Après, bon, attendez, faut pas non plus, j'ai pas. Justement, j'ai été très droit, très clean, et du coup, je l'ai pas mal payé, alors que j'aurais sûrement pu être plus, être moins cash dans la gestion de cette fin d'entreprise. Mais au final, ça m'a permis, d'avoir une fille familiale épanouie, plein d'enfants à La Rochelle et des boîtes qui marchent plein bien. De bonnes choses à la sortie. Oui, voilà. Après, il faut savoir, mais c'est toujours pareil, mais c'est valable dans tous les boulots du monde, quoi. Je veux dire, on fait une connerie une fois, et puis une fois qu'on l'a faite, on la refait pas, et puis c'est comme ça qu'on progresse. Et de toute façon, on a toujours une connerie à faire devant nous, et on l'a fait. Et, après, la vraie intelligence, c'est de pas la faire deux fois, quoi. On dit souvent, parmi tous les entrepreneurs que l'on coach ou que l'on rencontre, et notamment les associations qui sont très spécialisées sur le sujet, qu'au final, la meilleure façon d'apprendre le métier d'entrepreneur, c'est de rebondir. Donc la première fois, il y a des choses qu'on vit et on ne se rend pas bien compte que peut-être il y a des choses qu'on pourrait regarder autrement. Et on est bien meilleur les deuxième, troisième fois dans les différents projets que l'on fait. Mais en dehors de ça, avant de répondre peut-être à cette question-là, j'avais envie de te dire qu'est-ce que finalement cette période-là a rendu possible. Qu'est-ce que tu en as appris pour que ça puisse rendre les autres choses possibles? Je dirais que, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a quand même deux choses. Moi, effectivement, familialement, culturellement, je viens plutôt d'une famille de fonctionnaires. J'ai pas du tout de mentor dans mon background familial par rapport à l'entrepreneuriat. Et je suis vraiment parti, comme on dit, avec ma bite et mon couteau, quoi. C'est-à-dire vraiment, et d'ailleurs plutôt par opportunité que par autre chose. On m'a un peu amené à ça, quoi. Alors que, après, il y a quand même des entrepreneurs qui sont plus nés pour ça que moi, je pense. Donc, je pense qu'il y a quand même un mindset qui est quand même important, quoi. Donc, tous les entrepreneurs ne sont pas obligés de se ressembler. Oui, d'accord, mais tous les entrepreneurs ne sont pas obligés de se planter 3 fois pour réussir. Ce que je veux dire, c'est que ça ne gâche rien, et c'est un vrai sujet. L'échec. L'exit, c'est pas un échec. Non, certes, mais je veux dire, c'est un vrai sujet. Ce côté, d'ailleurs, ça rejoint un peu mon retour d'expérience dans l'article là, sur French Web, c'est que en France, quand l'échec, c'est puni, quoi. C'est puni à plein de niveaux, quoi. Et ça commence avec ah ouais, mais t'as fait un bac technique. Il y a un côté méritocratie en France qui moi m'insupporte un peu et fait qu'on dit que telle personne va pouvoir faire ci, telle personne va pouvoir faire ça, et ça c'est beaucoup plus vaste que simplement l'entrepreneuriat, mais on le retrouve bien dans l'entrepreneuriat aussi, quoi, quelque part. Donc voilà. Après, je pense que tout le monde peut y arriver, mais et toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as appris de cette période-là? Qu'est-ce qui a changé en toi après cette période-là? Beaucoup de choses. Alors là, énormément de choses. Déjà, c'est vrai que moi, ma toute première boîte, c'était très sympa. C'est une agence de pub. On faisait des affiches de films. Donc, c'était vraiment la boîte très pote et tout. Et c'est vrai que ça, j'ai vite compris que c'était pas
c'était pas viable et pas scalable. Et après, il y a aussi ce que j'ai compris assez vite, c'est une question de business model. C'est-à-dire que tous les métiers type agence de pub, avocat ou autres sont très liés à la productivité des gens en interne et leur capacité à livrer un service et puis de se faire payer par le client. Et c'est vrai que voyant arriver Internet et la carte bleue, on s'est dit quand même c'est quand même plus simple de se faire payer en ligne et d'avoir plein de petits clients que d'avoir un gros client qui en retournant le pouce peut couler la boîte. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues de mon expérience à la fois d'entrepreneur dans ma première boîte et aussi du fait d'être dans les premiers à faire des sites internet, à commencer à voir ce que ça pouvait faire. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que, enfin marrant, je sais pas si marrant, mais en fait, dans mon agence de pub que j'avais à l'époque, donc j'avais une trentaine de salariés, c'était tout début d'Internet, et on avait codé en interne un système pour faire les devis, les factures et calculer nos marges. C'est-à-dire pouvoir dire sur telle facture, j'ai eu telle facture de l'imprimeur, telle facture du freelance, telle facture du photographe, whatever, et de dire voilà, ce dossier à 10 000, on gagne 8 000, on gagne 6 000, on gagne 7 000. Et on avait fait ça en mode internet, parce que mais bon, vraiment interne, c'était pas un produit, j'aurais peut-être dû, parce que j'aurais gagné 10 ans, mais à l'époque, on avait fait ça juste pour nous. Et c'est vrai que après, j'ai planté la boîte, après on a fait un site de rencontre pendant quelques années avec Fred, et quand on a décidé de faire celle-ci, on s'est rappelé de ce truc-là. Et on s'est dit, mais c'est vachement bien. Et c'est une des grosses valeurs ajoutées de celle-ci encore aujourd'hui. Aujourd'hui, sur celle-ci, on peut attacher le temps passé et dire, voilà, le dossier à 15 000, j'ai gagné 8 000, 7 000, 9 000. C'est sûr que la gestion dans la boîte et savoir exactement où on en est tout le temps et de façon numérique apporte énormément de choses parce que du coup on sait où on va. C'est ce que tu as en tout cas capitalisé des différentes expériences que tu as eues et que tu continues à capitaliser sur celle-ci aujourd'hui. Je vais pas faire si je peux le faire, l'apologie du modèle d'abonnement, mais c'est vrai que pour une agence de pub avant, c'est vrai que quand on vend de la prestation comme ça, c'est souvent un peu compliqué parce que à un moment on est débordé, on a des gros dossiers, mais du coup on prospecte plus, puis quand le dossier est fini, on n'a rien, donc faut repartir en prospection, etc., etc. Donc c'est assez dur à lisser. Et c'est vrai que dans les modèles qu'on a sur celle-ci, c'est de l'abonnement. Donc nous, chaque client qui vient chez nous paye un abonnement. Si tout va bien, son abonnement, il va le faire augmenter dans le temps parce qu'il va avoir plus de salariés ou avoir besoin d'utiliser plus de fonctions du logiciel. Donc il a vocation à grossir et surtout il a vocation à rester. Puisque à partir du moment, c'est un peu comme l'eau ou l'électricité, quoi. Je veux dire, à partir du moment où ça marche et où le service lui convient, il n'a pas, normalement, et c'est tout le challenge, pas de raison de nous quitter. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment très intéressant et à tel point que aujourd'hui, on va le retrouver sur Amazon pour s'abonner aux piles ou sur Nespresso pour s'abonner aux capsules. Donc c'est un modèle qui est effectivement très sympa, qu'on a exploré une première fois quand on avait notre site de rencontre. Mais notre site de rencontre, toute logique économique, on perdait 25% de nos clients tous les mois. Ils viennent, ils trouvent et ils s'en vont. Toute logique. Ça veut dire que ça marche bien. Quelque part, perdre beaucoup de clients, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire qu'a priori, ils ont trouvé. Ça veut dire que tous les mois, il faut reconstituer un quart de son parc client, ce qui est pas infaisable. C'est un très bon modèle, la rencontre, mais c'est un modèle un peu... faut vraiment investir en marketing massivement et tout. Et c'est vrai qu'après cette expérience, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver de encore mieux, quoi. Et c'est vrai qu'avec celle-ci, on a trouvé un peu encore mieux parce que sur celle-ci, les gens, quand ils s'inscrivent pour faire leur facture, nous confier leurs fichiers clients, leur prix, leur catalogue et toutes leurs données, ils ne font pas pour 15 jours ni pour 6 mois. En théorie, ils le font. C'est un peu du vrai mariage. Et c'est vrai que c'est là que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a une communauté qui s'agrandit, qui s'agrandit. Ça pousse à la récurrence, du coup. Ah oui, on est complètement, nous, super convertis à la récurrence. Ouais.
Quand on côtoie tous les incubateurs et accélérateurs, on sait qu'aujourd'hui, on est dans un pays un peu Startup Nation. On est en tout cas très mobilisé sur ces sujets-là. On se rend compte que dans les études qui sortent, on a les 3 premières, je vais dire les 4 premières causes d'échec dans les startups. Ce serait on n'a pas trouvé le bon marché, donc on n'a pas le bon produit, on n'a pas de trésor, ou on n'en a plus, on a des problèmes humains ou des crises humaines à l'intérieur de la boîte, et on a un concurrent qui est venu nous faucher. Yaniro étant une société de collectif de coachs de dirigeants dédiée aux start-upers, nous on est très focalisé sur la partie humaine. Dans les expériences que tu as vécues, si tu devais dire, moi les facteurs d'échec sur l'humain, c'est quelle typologie de sujets que tu ressortirais de tes expériences ? L'humain, c'est un super vaste sujet. Les raisons de l'humain pour lesquelles ça a planté les premières fois, tu dirais quoi ? Alors, j'ai pas mal de choses sur le sujet. La première chose que j'ai constatée, est vraiment pour le coup, 3 boîtes à la suite, et c'est vraiment, à mon avis, assez incontournable, c'est que c'est assez difficile. Disons que c'est des équipes très différentes. Entre le moment où on crée une boîte et le moment où elle va se structurer, et qu'il y a souvent un vrai problème à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, le réflexe, ça va être de recruter le plus de personnes, entre guillemets, autodidactes, pas spécialisées, mais un peu couteau suisse. Et c'est normal. Quand on démarre, qu'on est 3 dans un bureau et qu'on prend quelqu'un pour le marketing, on veut qu'il fasse tout le marketing et encore plus si possible. Et donc, on va chercher quelqu'un qui remplit cette case-là. Et là où il y a une difficulté, c'est quand la boîte grossit. À un moment, on est obligé de se spécialiser. C'est-à-dire qu'il va falloir un directeur marketing, il va falloir quelqu'un qui gère plutôt la com, quelqu'un qui gère plutôt l'acquisition, quelqu'un qui gère plutôt le graphisme, voilà. Et on se retrouve à devoir faire une équipe, et la personne qu'on a pris au début, qui était très bien couteau suisse, a du mal à devenir le manager d'une équipe, parce que c'est pas son profil. Et voilà. Et en même temps, ça fait souvent ça fait mal au cœur, parce que c'est des gens qui étaient là vraiment au début et qui ont tout donné, et à un moment ils se retrouvent un peu, et ça c'est un truc qu'on retrouve super souvent en fait, quoi. Et comment tu l'as géré du coup quand ça t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus les mêmes équipes maintenant. Voilà, c'est plus les mêmes équipes, ça s'est structuré. Mais je veux dire, on a fait le même constat dans tous les départements de la boîte. À chaque fois, ça le fait. Et par exemple, il y a un truc que je vois super souvent, qui est vraiment l'erreur de base, que je vois tout le temps sur Facebook, c'est on crée notre boîte, on est un marketeur et tout, et on cherche un CTO. Ce qui veut rien dire en fait, parce que un CTO, pour mémoire, donc Chief Technical Officer, donc directeur technique, DSI dans l'ancien monde, c'est pas un développeur qui va vous faire votre premier produit, donc c'est vraiment pas le premier salarié dont on a besoin en technique. CTO, c'est un poste de direction, donc qui suppose une équipe de 5, 10, 15, 20 personnes en dessous, mais sûrement pas un type tout. Et voilà. Et on recrute un CTO. Et du coup, on recrute un CTO et on le fait venir, on lui donne un peu d'incentive de part et tout. Puis 2 ans plus tard, on voit que en fait, c'est un lead dev, mais c'est pas un CTO. Et on a besoin d'un CTO à ce moment-là, mais on n'a plus de levier pour lui donner des parts ou autre, parce qu'on l'a déjà fait sur le. Voilà. Et c'est vraiment cette toute première partie qui souvent peut se transformer en truc plus galère sur le chemin. Et voilà, souvent aussi, je vois des gens qui s'associent, et on se dit à 50-50, waouh, quoi. À un moment, quand on crée une boîte, il faut quand même se projeter 5-6 ans en avant et prendre dès le départ en compte ce genre de sujet, et éviter le côté un peu trop bout de ficelle. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà.
C'est que vaut mieux perdre un peu de temps, structurer, faire une levée de fonds, même si elle n'est pas énorme. Mais je ne parle pas de lever forcément des millions, mais lever un peu d'argent, ne serait-ce que pour se confronter avec des gens qui vont challenger le projet, qui vont mettre en face des objections. Voilà, je pense que des fois, c'est un peu trop... c'est lancé de manière un peu trop... voilà, sans vision. Dans la facilité. Ouais, dans la facilité. Et ça peut, pour des très belles boîtes, créer de la complexité 2, 3, 4 ans après. Donc vraiment, dès le départ, pareil pour tout le juridique, tout ce qui est statut, combien de parts je donne à un potentiel associé, à un potentiel CTO. Ça, c'est des sujets fondamentaux, quoi, et qui peuvent avoir des conséquences ultra importantes dans un sens comme dans l'autre. Après, ici, la boîte décolle, quoi. Donc, il faut vraiment, à mon avis, dès le départ... mais bon, je pense que les jeunes sont... En tout cas, il y a beaucoup plus... Enfin, déjà, il y a Google aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de matériel aujourd'hui pour... après, il ne faut pas non plus sombrer dans la parano, etc. Mais en tout cas, il y a quelques erreurs qui peuvent coûter cher. On le voit aujourd'hui au quotidien avec tous les coachings que l'on fait. On fait à la fois du coaching de dirigeants en individuel, du coaching d'associés et du coaching d'équipe. Et tous ces paliers sont des paliers importants parce qu'à un moment donné, les intérêts des uns ou les besoins des uns et des autres sont différents. Donc les associés ont quand même besoin de continuer à s'entendre pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que tout le monde puisse regarder dans la même direction et au même rythme. Et le coaching d'équipe, c'est un sujet qui est super important parce qu'en fait, dans la transformation des relations, et dans la transformation de la boîte au niveau des compétences, forcément, il y a quelque chose de l'ordre de, au départ, esprit d'équipe, dynamique d'équipe, et ensuite organisation et dynamique d'organisation. Et c'est des paliers qui sont pas toujours faciles à franchir et pas toujours faciles pour que humainement tout le monde le vive bien. Ah bah oui, je ne peux que... Ça fait une vraie crise souvent. Je ne peux qu'applaudir sans parler de vraie crise. Enfin, nous, on est vraiment dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a été 5, on a été 10, on a été 15, on a été 30, on a été 50. Là, on est 70. C'est évidemment excessivement différent entre la période où on était 10 dans un bureau, sur le même plateau, enfin même pas sur le même plateau, dans la même pièce, et celle de 70 aujourd'hui, où on a des services différents, des équipes à Paris aussi. Donc, on commence à avoir des équipes qui sont décentralisées par rapport à La Rochelle. Oui, non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Après, il y a il y a moult thèmes, moult écoles et tout. Nous, on n'a pas trouvé beaucoup mieux en tant que fondateur que d'avoir des N-2 dans toutes les fonctions clés. Donc, on a un fonctionnement où il y a une hiérarchie avec un VP Sales, un CTO, un CFO, enfin, rien de CMO, enfin, rien d'exceptionnel. Mais on essaye de garder ça quand même le plus flat possible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un sous-CTO et un sous-CTO. Voilà, mais bon, à un moment, il n'y a pas de débat. Voilà, les fondateurs ne peuvent pas tout faire tout seuls. Il y a forcément un moment... puis il y a un moment aussi, je pense, qui est important dans la vie d'une boîte, c'est le moment où on commence à recruter des mecs qui sont meilleurs que vous au même poste, quoi. C'est-à-dire que quand on est créateur d'entreprise comme moi et Fred, on a tout fait en 20 ans, on a tout fait, quoi. Les finances, on a livré, on a accroché des kakémonos à 6 mètres de haut. Enfin, on a fait tout ce qu'on peut imaginer qui soit nécessaire pour faire avancer nos boîtes, de la PAO, du Photoshop. Moi, je fais du Photoshop pendant des années. Très bien, mais voilà. Et à un moment, on arrive à recruter des gens et dire voilà, je te laisse les clés. Par exemple, sur celle-ci, c'est moi qui ai géré quand même le développement du produit, enfin pas le développement, mais la vision stratégique du produit et piloter un peu les équipes de dev pendant on va dire les 5 premières années. Et puis le jour où je commençais à avoir vraiment quelqu'un un cadre au-dessus, voilà, c'est un petit déchirement de donner les clés et de dire ouais. Et puis le cadre, il a dit surtout maintenant tu restes dans ton bureau et surtout tu me laisses faire parce que voilà, enfin en tout cas c'est le sentiment qu'on a. Donc il y a tout cet aspect aussi de faire ça de manière un peu
voilà, de manière intelligente, de manière que ça profite à l'entreprise sans que ça soit parce que les équipes aussi se disent ah ouais mais ils commencent à nous mettre des chefs. Voilà, tout ça c'est des choses à gérer. Mais qui sont incontournables. À un moment, voilà, on ne peut pas gérer une équipe de 100 personnes tout seul, ou à 2, ou à 3, c'est juste pas possible. Donc, même pour le confort des gens qui sont tout au bout de la chaîne. Donc, voilà. Et comment tu as fait pour lâcher prise alors ? Ah bah, faut recruter les bonnes personnes. C'est pas évident. C'est pas évident de recruter des postes de Comex dans des boîtes comme nous, parce qu'il y a plein de prérequis, puis surtout on peut pas savoir avant comment ça va se passer. Mais ça se lâche avec ça se lâche, non, ça se lâche pas, parce que finalement on reste quand même au contact. Enfin, j'ai pas l'impression d'être déconnecté des trucs, mais disons que voilà, les sujets devenant tellement prégnant tous que finalement ce reporting de tout le COMEX suffit largement, mais alors largement à nous occuper, moi et Fred, et au contraire, je pense que ça nous permet de prendre plus de recul, d'être plus efficace que quand on est vraiment le nez dans le guidon, comme j'ai pu l'être depuis 15 ans. Donc c'est vrai que maintenant... Passer du rôle opérationnel à un rôle plus stratégique, visionnaire, pour savoir... ouais, enfin, on n'est pas non plus en mode Mad Men avec notre whisky dans le bureau en attendant que ça se passe. Mais disons que oui, ça permet d'élever le jeu. Puis il y a aussi le fait qu'une entreprise, là on est 70, avec la croissance qu'on a, on va sûrement continuer d'augmenter assez rapidement. Et que finalement, on crée quelque chose qui est un vrai élément sociétal important, quoi. Donc voilà, il y a des efforts à faire. Tout ce qui est développement durable et autres. Enfin, en tout cas, on sait que nous, c'est un sujet qui est très important pour nous et surtout pour nos salariés. À La Rochelle, c'est un sujet important. C'est un sujet important et on sait que nos salariés sont très sensibles à ça. Donc voilà, c'est pas uniquement combien on va faire de croissance de nouveaux clients ou de MRR le mois prochain, mais c'est aussi voilà, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le but de la boîte, pourquoi on se lève le matin, quoi. Et ça, c'est un sujet qui est aussi qui rentre en compte, quoi. Vous l'aviez moins au démarrage ? Vous l'aviez moins au démarrage ? Ah bah oui, au démarrage, on est toujours un peu en mode pirate. Voilà. Puis surtout, on a moins de monde. Enfin, quand on était au début, quand on était une dizaine, déjà, il n'y avait pas de femmes. Donc, voilà. Aujourd'hui, on doit être à 40% d'effectifs féminins, voire un peu plus. Donc, c'était un choix ou c'était le métier qui vaut ça ? Non, c'est pas du tout un choix. Non, il n'y a pas de volonté politique. C'est juste que les femmes s'imposent souvent, notamment dans tous les postes qu'on peut avoir en termes de support, de consulting ou autre, par leur sérieux, par leur... Enfin bon, voilà, il n'y a pas photo, on est très content de les avoir. Je ne vais pas commenter, je ne vais pas me permettre. Non, il n'y a pas de... voilà, mais maintenant on essaye... c'est vraiment une volonté super forte chez nous d'être complètement inclusif au niveau, peu importe, du handicap, de la race, de la couleur, peu importe. Enfin voilà, c'est vraiment pas... c'est très important pour nous et c'est important aussi pour nos salariés que la boîte fonctionne comme ça. Et c'est vrai que quand on arrive à une boîte, je pense qu'on va être assez rapidement où il y a une centaine de salariés, oui, voilà, il commence à y avoir un vrai poids sociétal sur ce qu'on fait. Donc, je veux dire, c'est 100 salariés, c'est aussi autant de conjoints, sûrement 2 fois plus d'enfants. Donc, on se dit que voilà, tout ce qu'on fait, ça a une vraie conséquence, quoi. Donc, ça responsabilise. Et c'est vrai que ça génère plein de choses qu'on n'imagine pas dans les 2-3 premières années de la start-up où on est là en mode à 10. Ça, c'est sûr qu'il y a toute la complexité qui vient se mettre par-dessus, que ce soit le comité entreprise, etc., les locaux, le téléphone, tous les problèmes se multiplient par 10. Voilà, mais bon,
ça fait plaisir aussi de s'occuper de ça et de laisser des gens plus opérationnels gérer vraiment le développement, quoi. Il y a beaucoup de théoriciens américains souvent qui ont parlé de la confiance entre les collaborateurs, la confiance aux dirigeants qui gèrent les boîtes, pour dire que finalement, plus on a confiance, plus moins ça coûte cher et plus ça va vite. Je ne sais pas si tu partages ces éléments-là. Mais oui ou non, d'ailleurs. J'ai envie de dire, c'est un peu une lapalissade parce que je te dis que tu n'as pas confiance. C'est sûr que ça ne va pas aller plus vite. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est une lapalissade. Et dans la réalité, en théorie, c'est toujours beaucoup plus facile qu'en pratique. Oui, enfin, je pense que après... Parce que ma question, c'était... Après, c'est pas le monde des bisounours non plus. Je veux dire, voilà, une entreprise, il y a des gens qui viennent et qui arrivent, il y a des gens qui s'en vont aussi. Voilà, il y a des erreurs de casting. Oui, c'est la vie aussi. C'est la vie aussi, il ne faut pas non plus... voilà, pour autant, est-ce que la confiance fait justement partie de ton ADN profondément ? Chez nous, oui. Chez nous, c'est fondamental et la perte de confiance est inenvisageable. D'autant plus, comme je disais, c'est qu'en plus, nous, on gère des données ultra sensibles de nos clients. Donc, c'est un peu comme une banque, quoi. Il y a un contrat moral pour les gens qui viennent ici. Et là, je parle par rapport aux clients, mais même en interne, entre les gens et tout. Voilà, voilà, faut respecter un certain nombre de règles, mais qui sont bien édictées. Et du coup, si tu devais t'exprimer sur comment tu arrives à incarner la confiance, tu nous dirais quoi ? Comment on arrive à incarner la confiance ? J'en sais rien du tout. Je dirais que la première chose, c'est que en tant que chef d'entreprise, on essaie de rester accessible. On a des outils Slack ou autres et tout qui permettent à n'importe qui, ou même notre bureau est ouvert et puis on est tout le temps en échange avec des salariés. Donc ça, je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Ça, c'est la première chose. Et après, la confiance par rapport à des équipes d'entreprise, c'est généralement, ils le mesurent à la qualité des résultats que tu délivres par rapport à ce que tu as dit. Donc voilà, il faut être capable de respecter les engagements qu'on prend, d'expliquer pourquoi ça change, s'il doit y avoir un changement, d'expliquer aussi quand il y a un problème. Voilà, je pense que toute la chaîne de confiance, elle part de là. Maintenant, voilà, on essaie d'être vraiment dans une logique assez horizontale où quelqu'un qui a un problème n'a pas 8 niveaux à remonter pour trouver la solution. Pas un problème pour business quotidien, mais qui a un problème, je sais pas, par rapport à son ressenti dans la boîte ou autre. On a un DRH notamment qui est externalisé, donc c'est un DRH externe, donc qui n'est pas salarié vraiment de la boîte, et c'est pas plus mal en fait, c'est bien parce que ça fait un peu comment on dit, un gardien du jeu, quoi, qui est un peu qui est un peu neutre, mais fondamentalement en tout cas, so far so good, et je touche du bois, on a plutôt une boîte avec des très très bonnes relations internes et jamais eu de grosses crises ou de gros problèmes quelque nature, quoi. C'est bien. Si c'est naturel, ça veut dire qu'elle est là. On arrive presque au bout de notre podcast. Le temps passe toujours terriblement vite. J'avais une dernière question un petit peu plus compliquée, j'ai envie de te dire. Alors d'abord, peut-être, si tu avais envie de donner en 3 mots des conseils pour nos entrepreneurs et start-upers qui démarrent, tu choisirais quoi comme mot ? 3 mots, genre 3 mots ? C'est comme tu veux. 3 petites phrases alors.
pour un entrepreneur qui démarre vraiment, ce que je conseille en premier lieu, c'est d'aller voir un avocat, un expert comptable. Désolé, c'est old school, mais c'est vraiment par ça que ça commence. C'est-à-dire de voir comment on va le faire, comment ça va structurer, avec qui on va travailler, d'avoir un bon conseil, de voir aussi dans sa famille si on a des possibilités de se faire conseiller et si possible de suivre une formation. Il y en a plein maintenant à tous les niveaux pour éviter de faire des bêtises dès le départ qui peut avoir des conséquences à long terme. Le juridique a laissé des traces, ça se sent. Ah oui, non, mais même, je pense que effectivement avoir une bonne organisation juridique dès le départ. Le juridique. Voilà, le juridique, la compta. La compta, c'est fondamental. Oui, je le mets en même temps. Est-ce que je gagne, est-ce que je perds et administratif. Voilà, après avoir la bonne idée. Voilà, ça évidemment, avoir la bonne idée. Ce qui ne veut pas dire forcément l'idée révolutionnaire de start-up. La bonne idée, ça peut être un bar, ça peut être une boutique, peu importe, il faut avoir la bonne idée. Puis ensuite, peut-être, je sais pas, le bon environnement familial, une épouse compréhensive, ce genre de choses. Un bon alignement humain, peut-être. Ouais, voilà, exactement. Et un bon renfort. On sent de toute façon que dans l'équilibre, tous les entrepreneurs qui sont très bien accompagnés par leur famille, la plupart du temps, c'est une force pour le parcours, parce que le parcours, rien ne vaut l'expérience. Forcément, on est régulièrement bousculé par les événements. Et la solidité de l'homme et de la femme qui joue l'aventure, c'est aussi son mental, sa façon de l'appréhender, sa façon de le ressentir, pour pouvoir garder le maximum de stabilité. Tu l'as ressenti, ça, dans la deuxième partie de ta vie ? Ah, complètement, ouais, complètement. Complètement, ça va avec le physique, avec faire du sport... bien dormir. Ouais, en fait, on a des masterclass qu'on fait régulièrement avec mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que ça, on a la chance qu'à La Rochelle, ce soit quand même plus facile peut-être. Plus facile à accomplir, quoique on peut tout à fait être sportif à Paris, mais c'est vrai qu'ici, on a une zénitude qui est implicite, puisqu'on voit la mer, on voit le coucher de soleil. Donc, ce que je retiens, c'est quand même que l'équilibre du dirigeant dans sa vie est un élément structurant pour réussir. Oui, c'est mais je vais t'en sortir plein d'exemples qui sont ultra stressés, ultra désagréables et qui cartonnent. Donc, je dirais que ça dépend un peu du mindset aussi de la personne et tout. T'en as, c'est pas des rigolos. Alors, le leitmotiv de Yaniro, c'est de se dire qu'on a le droit d'entreprendre autrement. Et de se dire que même si on réussit, même si on réussit, je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'être capable de le faire sans souffrir. T'as quand même pas mal de patrons qui sont pas forcément aussi. Comment ils le vivent, on ne sait pas trop. Zen, relax ou autre. C'est pas justement. Je pense que ça fait partie des choses qui sont vouées de plus en plus à évoluer. Et je trouve ça très bien. Et je pense que les salariés ont de plus en plus et vont avoir de plus en plus le pouvoir. C'est vrai qu'on est malheureusement, on vit dans un pays avec 10% de chômage et donc les salariés ne sont pas forcément aujourd'hui du bon côté du bâton pour négocier. Mais quand on regarde des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre où il y a 3-4% de chômage, c'est pas du tout la même relation avec les salariés. C'est plus le salarié qui choisit l'entreprise que le contraire. Dans des régions ou dans des métiers, ça le fait aussi. Ah, ça le fait, oui, tout à fait. Mais moi, j'espère et je pense que c'est le bon sens. Et c'est vrai qu'on l'a constaté, nous, typiquement, on a, depuis le début d'année, on doit avoir 4-5 personnes qui ont quitté vraiment Paris, Bordeaux ou Lyon pour venir avec femmes et enfants s'installer ici. Alors, ok, parce que l'offre de celle-ci les intéresse et tout, mais surtout, c'est un choix de vie, quoi. Et il paraît qu'ils sont arrivés en septembre parce qu'ils sont arrivés avec les enfants pour les mettre à l'école et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que de plus en plus, c'est les salariés qui vont avoir le pouvoir par rapport à l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler et par rapport aux conditions qu'ils sont prêts à accepter par rapport à leur qualité de vie. Télétravail, c'est un super bon exemple. C'est incroyable, quoi. Nous, ça fait
un an depuis à peu près qu'il y a eu la loi, où un peu avant on a anticipé, et aujourd'hui, je n'ai pas de stats précises, mais on a beaucoup de monde qui prend 1 jour, 2 jours par semaine en télétravail. Et on sait que c'est un très grand plaisir pour les équipes, et on n'a que des retours positifs des managers sur la productivité. Donc voilà. Donc je pense que les entreprises ont intérêt à vraiment anticiper ça et de plus en plus écouter les salariés. C'est une grosse tendance, de toute façon. Et puis, mieux on est dans son environnement, plus on a envie de venir, et forcément, plus on fait des belles choses dans le collectif. On le voit aujourd'hui, c'est la dynamique de l'adrénaline sur une vision avec un projet sympa, c'est aussi une dynamique importante. Mais en tout cas, le stress pour tout le monde à tous les étages, on sait à peu près qu'aujourd'hui, ça ne fait pas avancer aussi rapidement qu'on voudrait la plupart des organisations. Oui, c'est plus trop la mode. C'est plus trop la mode. Je ne sais pas si c'est qu'une question de mode, mais heureusement, après, c'est plus trop la mode. Voilà. Après, le monde change, même si la vitesse dans certains métiers où c'est accélère, encore un peu le cas, mais effectivement, c'est plus la tendance, et je pense que les gens cherchent plus de sens dans ce qu'ils font, ça c'est sûr et certain. Et les Charentes, c'est bien un département et une région qui est bien attachée à ce genre de choses. Et on le sait bien tous les deux. Si on veut te contacter, Alain, comment on fait ? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est bien. Alain Mevlec, sur LinkedIn. Ouais, vous n'avez pas de problème. Les gens me trouvent. Les gens normalement. Il n'y a pas de problème. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et puis, à une prochaine fois. Ok, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.